Bonsoir le conquérant, comment allez-vous? Oui, bonsoir, cher frère Clara. Comment va le week-end? Le week-end s'est passé très bien. Merci beaucoup. Et que la grâce de Dieu et sa miséricorde demeurent sur chacun de nous. Amin Arabi. Et merci encore une fois de nous avoir donné de votre temps. Et merci de nous donner du savoir encore ce soir. Vous avez donc la parole. Merci beaucoup de me donner la parole. C'est encore un honneur pour moi de prendre la parole pour m'exprimer sur les sujets d'actualité. Et aujourd'hui, je vais aborder deux sujets d'actualité. Le premier, c'est un sujet relativement à certains faits sur les Ivoiriens en Tunisie. Et je veux parler avec des informations beaucoup plus précises. Et après, je donnerai mon avis et certaines recommandations. Le deuxième sujet, ça concerne toujours la composition de l'équipe gouvernementale à venir à partir de la semaine prochaine. Et plus précisément, en ce qui concerne l'exécutif. Ce que je veux demander aux gens, écoutez très attentivement ce que je veux vous dire encore ce soir. Prêtez beaucoup attention. D'abord, voici quelques informations relativement à certains faits sur les Ivoiriens en Tunisie. 26 décembre 2018. Une information sur TV5 Monde dit ceci. La communauté ivoirienne de Tunisie est sous le choc après le meurtre dans la nuit de samedi à dimanche du président de l'association des Ivoiriens en Tunisie, agressé pour le vol de son téléphone portable. Une affaire qui fait ressurgir une autre blessure, celle du racisme anti-noir vécu dans le pays. Plusieurs centaines de ressortissants ivoiriens et d'autres pays subsahariens sont descendus dans les rues ce mercredi 26 décembre. Pour être plus précis, Falikou Koulibaly, président de l'Association des Ivoiriens de Tunisie, était une figure bien connue de ses compatriotes. Près de 2 Ivoiriens restés au pays, près de 2 enfants restés au pays plus tôt, il ne les reverra plus. Dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'il se trouvait dans un quartier de la banlieue nord de Tunis, le jeune homme de 33 ans a été poignardé à mort. Pour la police tunisienne, aucun doute, il s'agit d'un crime crapuleux. Ça, c'est la première information, source TV5 Monde. Deuxième information, source Jeune Afrique, datant du 3 août 2018, plus précisément à 17h19, par Cyrine Atia, intitulé comme suit. Maltraitance policière en Tunisie. Un étudiant ivoirien accuse. Alors qu'il tentait de se rendre en Tunisie pour sa rentrée universitaire, Jules Sanogo, jeune étudiant ivoirien, a été expulsé mercredi vers la Côte d'Ivoire malgré son acquittement dans une affaire judiciaire. Une arrestation musclée durant laquelle il affirme avoir été victime de violences psychologiques de la part de la police. Récit de certains faits. Sanogo, tu vas voir, en Tunisie, on ne rigole pas. Les paroles du policier résonnent encore dans les oreilles de Jules Sanogo. Pendant plus de 12 heures ce mercredi 1er août, il a été isolé en zone de transit à l'aéroport de Tunis-Carthage en attente de son expulsion vers Abidjan. Cette fois encore, il affirme
avoir été victime de violences psychologiques. Son crime, aucun. Le jeune homme a au contraire bénéficié d'un non-lieu du tribunal de première instance de Tunis dans une affaire de faux documents d'identité impliquant l'un de ses amis. Troisième information. Source: Le Monde, datant du 9 août 2019 à 14h00, publié par Lilia Blaise. Tunisie. Imbroglio autour de 36 migrants ivoiriens abandonnés à la frontière avec la Libye. L'affaire a suscité l'indignation de la communauté humanitaire qui soupçonne les autorités de s'être rendues coupables de refoulement. Ils ont erré dans une zone semi-désertique aux environs du poste frontalier de Ras Djebi. De l'autre côté, c'est la Libye en guerre, où les migrants sont soumis à des atrocités et au trafic des milices. Côté tunisien, c'est une zone militaire où ils sont retenus par les forces de sécurité. Dans ce glacis, entre deux mondes, 36 migrants ivoiriens ont lutté pour ne pas mourir. Parmi eux, une femme enceinte, des enfants et un nouveau-né. Quatrième information. Source: Abidjan.net, publié le samedi 10 août 2019. Détention d'Ivoiriens en zone militarisée en Tunisie. Le gouvernement ivoirien élève une vive protestation auprès des autorités tunisiennes. Déclaration. Le gouvernement ivoirien a été saisi le dimanche 4 août 2019 par l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie de l'arrestation à Sfax, à 270 km de Tunis, de 46 de nos compatriotes composés d'hommes, de femmes et d'enfants. Selon le président des Ivoiriens de Sfax, 36 d'entre eux ont été convoyés par la police locale dans le désert à la frontière tuniso-libyenne dans une zone militarisée. La Côte d'Ivoire a immédiatement saisi ses partenaires internationaux, dont l'Organisation internationale pour la migration, OIM, en vue d'aider à la localisation précise de nos compatriotes pour leur apporter une assistance humanitaire. En outre, le gouvernement ivoirien a élevé par note verbale à travers l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie une vive protestation auprès des autorités tunisiennes dès le dimanche 4 août 2019. Le lundi 5 août 2019, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade de Tunisie en Côte d'Ivoire pour lui faire part des vives protestations du gouvernement en présence du directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Le secrétaire général a marqué son étonnement de noter que malgré les excellentes relations d'amitié et de coopération qui ont toujours existé entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie, de tels traitements sont réservés de façon récurrente aux ressortissants ivoiriens en Tunisie. Le gouvernement ivoirien tient à souligner qu'il attache du prix à la vie et à la sécurité de ses ressortissants à l'extérieur, comme il tient à la vie et à la sécurité de tous ceux qui habitent à l'intérieur de nos frontières et en appelle au strict respect des conventions internationales, au respect de la dignité humaine et des droits des personnes migrantes. Une mission conduite par le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur se rendra incessamment en Tunisie en vue de trouver un dénouement heureux à cette situation préoccupante dans laquelle se trouvent nos compatriotes. Signé Ali Koulibaly, ministre des Affaires étrangères d'alors. Alors, voici des faits qui méritent de retenir l'attention particulière de tous. Moi, je le dis toujours, avant d'aborder un sujet, je prends le temps de comprendre et je veux m'en tenir aux faits. Ça, ce sont des faits que personne ici ne peut nier. Au-delà de ces faits, ce jour-ci, nous avons vu sur les réseaux sociaux des Ivoiriens se plaignent à nouveau de maltraitance de la part des Tunisiens
en Tunisie. C'est dit des Ivoiriens qui vivent en Tunisie. Nous les avons vus se plaindre de maltraitance de la part des Tunisiens en Tunisie. Et même, je viens d'apprendre encore qu'il y a une dame qui se plaignait de ces maltraitances en Tunisie qui a fait une vidéo sur les réseaux sociaux pour dénoncer ces faits, qui a été assassiné. C'est ce que je viens d'apprendre. Est-ce que l'information est vérifiée ou pas vérifiée? Ce que je veux dire, il faut que les gens aillent à la vérification des informations. En plus de cela, il y a encore des Ivoiriens qui viennent de se plaindre à l'aéroport qu'il y a des problèmes avec Tunis Air. Bon, il y a les faits d'une part et il y a les dernières informations rapportées. En plus de cela, il faut souligner que en Côte d'Ivoire, ici, nous avons vu un Tunisien qui avait eu le culot Ainsi sont les faits, mais au-delà des faits, il y a des informations qui ont été rapportées. Moi, personnellement, je donne mon avis. Je ne conseille à personne d'aller en Tunisie pour vivre ou bien pour dire qu'il veut chercher du travail. Moi, je ne conseille à personne. Pour preuve, il m'a été demandé d'aller travailler à un moment donné en Tunisie. Moi, j'ai pris le temps de me renseigner sur tout ce qui se passe. Et après avoir vu certaines informations, je me suis tout simplement rétracté. J'ai dit, moi, ce pays, je n'y vais pas. Maintenant, il y a beaucoup d'Ivoiriens en Tunisie, il y a beaucoup de Tunisiens en Côte d'Ivoire. Il y a la coopération, il y a les relations entre les États. Il y a ce fait-là qu'il ne faut pas oublier. Nous, ce que nous pouvons dire, il faut que le gouvernement ivoirien soit suffisamment regardant sur le traitement reçu par les Ivoiriens en Tunisie. Il faut que le gouvernement ivoirien soit suffisamment regardant sur ces traitements. Parce que de plus en plus de voix s'élèvent pour dire des choses qui sont révoltantes. Aujourd'hui, avec le développement des choses, avec les relations entre les pays, on ne peut pas parler autrement. Tu vas dire certaines choses, on va dire que tu es en train d'inciter à la révolte, ou bien tu es en train de mettre en danger la vie de certains ressortissants de certains pays. Donc nous ne voulons pas agir par précipitation. Mais ce qu'il convient de préciser, il y a le droit. Il faut que l'État ait les moyens de protéger les Ivoiriens qui vivent en Tunisie. Et il faut que de près on regarde pour comprendre si ce qui s'est dit récemment, si c'est vrai, il faut que des sanctions soient prises. L'Ivoirienne qui a dénoncé, si elle a vraiment été tuée, il faut que on réclame des comptes aux Tunisiens pour qu'on nous dise ce qui ne va pas. Et l'État ivoirien peut même aller plus loin pour vérifier sur tout ce qui se passe. Si ça ne va pas, s'il faut à un moment donné, au niveau des relations, agir pour mettre fin à certains dérapages, c'est tout à fait nécessaire. Parce que vraiment, moi, tout ce que je vois et j'entends, moi, j'ai mon avis à moi. Si ça ne tient qu'à moi, bon, pour l'heure, je préfère garder mon avis par devers moi-même. Mais je l'ai dit, je ne conseille pas aux gens d'aller en Tunisie. En même temps, je profite pour mettre en garde tous ceux qui sont dans l'immigration clandestine, qui promettent à nos frères qu'ils vont les envoyer en Europe et qui peuvent passer par la Tunisie. Que le gouvernement ivoirien se donne les moyens d'arrêter tous les Ivoiriens depuis la Côte d'Ivoire qui sont impliqués dans les réseaux de l'immigration clandestine et qui continuent de mentir, de blaguer nos frères pour prendre des chemins de la mort, des chemins assez incertains. Pour que le gouvernement ivoirien commence à agir au plan local en arrêtant tous ceux qui sont impliqués dans l'immigration clandestine. La réalité en Tunisie, c'est un pays très dangereux. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a un problème de sécurité en ce qui concerne les Ivoiriens. Moi, les informations qui me reviennent,
ne sont pas vraiment bonnes. Mais il y a les rapports entre les États. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas parler et après, on va venir dire que c'est de toi qu'est venu le problème. Voilà, les gens sont en train de se révolter. Moi, je n'incite personne à la révolte. Je n'encourage personne à aller agresser qui que ce soit. Mais en même temps, il faut que l'État ivoirien se donne les moyens de protéger les citoyens ivoiriens en Tunisie. Il faut que l'État ivoirien se donne les moyens de mettre aux arrêts tous nos compatriotes qui continuent de blaguer nos frères, qui continuent de tromper nos frères pour prendre les chemins d'infortune. Il faut que le gouvernement ivoirien agisse pour se faire respecter vis-à-vis de la Tunisie. Les choses ne peuvent pas continuer comme ça, où à tout moment, on apprend qu'il y a un Ivoirien qui a agressé, ou bien il y a tel problème, ou bien ceci, cela. Franchement, moi, ça ne me convient pas. Les informations que j'ai lues ici, qui n'ont rien à voir même avec les dernières dénonciations que nous avons vues, ce sont des informations qui sont vérifiées. Ce sont des informations sur lesquelles moi-même je me suis appuyé pour refuser d'aller en Tunisie. Les choses ne peuvent pas continuer comme ça. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Il faut que la Côte d'Ivoire se fasse respecter. Il faut que la Côte d'Ivoire se fasse respecter. On ne peut pas accepter. Moi, personnellement, il y a des Ivoiriens qui vivent en Tunisie. Il y a des Tunisiens qui vivent en Côte d'Ivoire. On ne sait pas ce qui fait que d'autres vont. Et par contre, des Tunisiens viennent. Il y a des rapports entre les États. Mais moi, je le dis très clairement. Je ne conseille à personne d'aller en Tunisie. Partant de tout ce que j'ai comme information. Mais en même temps, je le dis, je ne suis pas en train d'inciter à la révolte. Je ne suis pas en train d'encourager des gens à attaquer qui que ce soit. Il y a le droit international. Il y a la protection. Il y a des organisations internationales. Personne ne doit se faire justice. Il faut que le gouvernement ivoirien agisse dans ce sens. Nous en avons marre d'apprendre que des Ivoiriens subissent des maltraitances en Tunisie, alors qu'ici en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Donc, à un moment donné, il faut que le gouvernement se fasse respecter. Je le dis et je le précise, je n'encourage personne à aller attaquer ou bien s'en prendre à un quelconque ressortissant d'un pays que ce soit. Je ne suis pas en train d'inciter à la révolte. Je ne suis pas en train d'appeler à la violence. Je suis en train d'en appeler au respect des droits des Ivoiriens. Allô? Oui, alors, vous pouvez continuer. Voilà, nous avions été coupés là, malheureusement. Je l'ai dit, c'est les pays, à tout moment où vous êtes assis, vous apprenez quelque chose. Ça donne la peur au ventre. Si vous avez un frère, un ami là-bas, il y a des raisons de s'inquiéter. Ici en Côte d'Ivoire, les Tunisiens, ils vivent, ils n'ont jamais eu de problème. Pourquoi à tout moment il y a problème là-bas? Il faut qu'on nous dise. Il y a au-delà de tous ces problèmes, l'immigration clandestine. Et c'est certains de nos frères même qui sont au devant de ces réseaux-là, de maltraitance et de traite humaine. Il faut que le gouvernement ivoirien les démantèle. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Tunisie doit prendre ses responsabilités. Si ça ne va pas, que les relations internationales, les accords de coopération ne peuvent pas continuer. En ce moment, qu'on nous dise, on va aviser. Parce qu'à la fin, mais c'est révoltant tout ce qu'on entend. Toujours, il y a problème. Et
je vais le dire, le problème de l'immigration clandestine, il faut qu'ici en interne, on prenne nos responsabilités. Ceux qui le font, ils sont connus. Il y a des réseaux à Abidjan, mais les réseaux les plus développés se trouvent à Dalwari et à Kouaki. Il faut que le gouvernement ivoirien se donne les moyens, à travers la justice et la gendarmerie, de mettre aux arrêts les gourous, les gens qui sont au devant de l'immigration clandestine. Beaucoup de nos frères sont trompés. Ils se retrouvent en Tunisie livrés à eux-mêmes. D'autres sont dans la mendicité. D'autres, pour les femmes, sont dans la prostitution. Et ce n'est pas honorable. Tout ça parce qu'il y a des gens qui vendent de l'illusion. Ils veulent les faire traverser pour qu'ils aillent en Europe. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. La Côte d'Ivoire, nous sommes à un niveau où ces choses-là, ça ne nous honore plus. Les droits des Ivoiriens doivent être protégés en Tunisie. De la même manière, les Tunisiens ne sont pas inquiétés en Côte d'Ivoire. Il faut que les droits des Ivoiriens soient protégés en Tunisie. Et aussi, si certains ressortissants sont en danger, mais il faut chercher à revenir. Ça sert à quoi d'aller rester quelque part, même si on a tout l'argent du monde et puis on est toujours menacé. La vie est mise en danger. Ça sert à quoi? Moi, personnellement, ce sont des faits qui commencent à me révolter et je souhaite vivement que le gouvernement ivoirien se penche très sérieusement sur ces problèmes. Parce que je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. Ici en Côte d'Ivoire, les gens sont reçus dans de bonnes conditions, ils n'ont pas de problème. C'est un pays d'hospitalité. De cette même manière, nous voulons que les Ivoiriens soient respectés partout dans le monde. C'est ce que je voulais dire en ce qui concerne ce premier sujet. Deuxième sujet. Permettez-moi, avant de continuer, de vous faire la lecture. De la Constitution de 2016, des partis, je ne veux pas tout lire, des partis, de vous faire la lecture de certaines parties de la Constitution. Alors, vous savez que en novembre 2016, il y a eu le vote d'une nouvelle constitution ivoirienne. Et en mars 2020, cette constitution ivoirienne a connu quelques modifications. Donc, il est intitulé comme suit: Projet de loi de révision de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Je ne vais pas tout lire, hein, rassurez-vous, sinon je n'ai pas quitté ici. Je vais lire quelques articles, pas plus de 5. Ce sera au plus 5. Je ne vais même pas finir, je vais m'en tenir à quelques alinéas. Alors, article 1. Les articles 55, 56, 57, 59, 62, 74, 78, 79, 90, 94, 101, 109, 134, 137, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 160, 177, 181 et 182, ainsi que le chapitre 5 du titre 9 de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire sont modifiés comme suit. Et je le dis, ce n'est pas tout que je vais lire, juste 5 au plus. Article 55 nouveau.
Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une seule fois. Il choisit un vice-président de la République en accord avec le Parlement. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirienne d'origine. Maintenant, article 59. Les pouvoirs du président de la République en exercice expirent à la date de prise de fonction du président de la République élu. Article 62 nouveau. En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu du président de la République, le vice-président de la République devient le président de la République. Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle. L'empêchement absolu du président de la République pour incapacité d'exercer ses fonctions est constaté immédiatement par le Conseil constitutionnel saisi à cette fin par une requête de gouvernement approuvée à la majorité de ses membres. Le nouveau président de la République achève le mandat du président de la République élu. Il ne peut faire usage des articles 70, 75, alinéa 1 et 177. Le vice-président de la République exerçant les fonctions de président de la République ne peut pas nommer de vice-président pendant la durée du mandat restant à courir. En cas de décès, de démission ou d'empêchement absolu du vice-président de la République, le président de la République nomme un nouveau vice-président. En cas de décès, de démission ou d'empêchement absolu du vice-président de la République, alors que survient la vacance de la présidence de la République, les fonctions de président de la République sont exercées par le Premier ministre. Il achève le mandat du président de la République élu. Il ne peut faire usage des articles 70 alinéa 2, 75 alinéa 1 et 177 de la Constitution. Article 78 nouveau. Le vice-président de la République doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Voilà, je m'arrête là. Je m'arrête là pour la lecture. Alors, vous avez pris le temps d'écouter, surtout au niveau de l'article 62 nouveau. C'est suffisamment clair. Et comme nous savons qu'il y a le processus de finalisation des membres de l'exécutif qui se profile à l'horizon, nous voulons à nouveau attirer l'attention de son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, pour dire, en Côte d'Ivoire ici, nous nous connaissons en détail et nous savons ce qui s'est déjà passé. Tirant les leçons de l'histoire, nous devons prendre nos responsabilités et de positionner une personne de maison en laquelle nous avons confiance et en laquelle nous savons qu'en cas de problème, nous serons toujours protégés et nous aurons toujours le pouvoir en main. Partant de là, moi personnellement, je ne souhaite en aucun cas que soit nommé au poste de vice-président de la République quelqu'un qui n'a pas connu les premières heures du RTR ou bien quelqu'un qui est venu d'un autre parti politique ou bien transfuge. Nous n'en voulons pas. Nous le disons à mesure de prudence. Le président lui-même l'a dit, quand ça ne va pas, il faut regarder dans le rétroviseur. Regarder dans le rétroviseur, ça veut dire qu'il faut savoir tirer les leçons du passé. Tirant les leçons du passé, ce que nous pouvons dire aujourd'hui,
Quoi qu'on dise, le poste de vice-président de la République, il reste capital. Pour ce faire, nous voulons quelqu'un qui est proche d'un membre fondateur du RT, ou bien nous voulons quelqu'un qui a connu les premières heures du RT, ou bien quelqu'un qui est toujours proche du président et qui n'a jamais trahi. Nous le voulons parce que nous ne savons pas de quoi demain est fait. Le temps n'appartient pas aux hommes. Le temps, c'est le nom de Dieu. Dieu seul décide à tout moment de faire ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Et pour être prudent, nous devons toujours jouer la carte de la prudence. Il est écrit clairement, article 55 nouveau, le président de la République choisit un vice-président de la République en accord avec le Parlement. Il est écrit clairement, article 62 nouveau, en cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu du président de la République, le vice-président de la République devient président de la République. Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle. C'est du français, c'est écrit noir sur blanc. Ce sont ces articles qui restent valables en ce moment jusqu'à preuve du contraire. Pour ce faire, nous devons absolument protéger notre pouvoir en choisissant un homme maison. Moi, je suis quelqu'un qui voit beaucoup plus loin. Nous voulons anticiper, nous voulons être sûrs. Nous avons tous les leviers en main, quoi qu'il arrive. Que nous ne soyons pas inquiétés et que nous ne soyons plus encore des citoyens de seconde zone. Pourquoi est-ce que devions-nous être complexés ou avoir honte de positionner des hommes maison ou bien des hommes qui sont de la famille? Et pourquoi devions-nous avoir honte alors que nous avons plutôt les compétences? Nous avons les compétences en interne, les compétences ne manquent pas. Regardez ce qui est en train de se passer au PDC-RDA. Henri Konan Bédié, il est en disgrâce aujourd'hui avec presque la majorité des cadres du PDC-RDA parce que tout simplement pour sa succession, je le dis très clairement à qui veut l'entendre, Henri Konan Bédié veut positionner son neveu Thierry Tano à la tête du PDCI et aussi pour la conquête du pouvoir d'État. Voilà ce que Henri Konan Bédié veut faire. Il n'a pas honte de le dire, il n'est pas du tout complexé, il n'est pas du tout gêné. Henri Konan Bédié est tombé en disgrâce avec Aossou Jano Kwadjo parce que tout simplement Aossou Jano Kwadjo a dit à Henri Konan Bédié, je vais prendre la relève du PDC-RDA. Henri Konan Bédié a dit niet, moi je ne te donne pas de la tête du PDC-RDA. Il ne s'est pas senti gêné. Jean-Louis Bion, le gros paresseux qui a tout eu devant lui et qui ne sait même pas comment lutter dans sa vie, a fait des interviews pour dire qu'il était intéressé par le pouvoir d'État et qu'il allait être candidat. Les jours qui ont suivi, il a été convoqué par Henri Konan Bédié dans son palais royal de Daogo où Jean-Louis Bion est allé faire à genoux parce que tout simplement, il a dit qu'il allait être candidat en 2025. Bédié ne l'entend pas de cette oreille parce que tout simplement, je le dis très clairement, Henri Konan Bédié veut positionner son neveu Thierry Tano à la tête du PDCI et pour la conquête du pouvoir d'État. Henri Konan Bédié ne se gêne pas. Pourquoi est-ce que le président Alassane Ouattara devrait se gêner à donner tout le pouvoir ou bien les leviers du pouvoir à un cadre maison, à quelqu'un qui est proche d'un membre fondateur ou bien un cadre de première heure du RDR? Pourquoi le président Alassane Ouattara doit se gêner? Pourquoi on me le dise? En Côte d'Ivoire, nous savons qui vaut quoi et qui est capable de quoi. Que personne ne se sente gêné de son histoire ou de ce qu'il est.
Pour ce faire, nous recommandons vivement et nous demandons au président Alassane Ouattara de nommer au poste de vice-président un homme maison, un cadre qui est proche d'un membre fondateur du RDR ou un cadre qui a connu les premières heures du RDR. Parce que nous voulons protéger ce pouvoir. Mieux, pour renforcer le pouvoir, il faut concentrer tous les pouvoirs, le poste de vice-président de la République et le poste de premier ministre pour donner à un potentiel successeur. Moi, je souhaite vivement aujourd'hui qu'on donne le poste de vice-président et le poste de premier ministre à un potentiel successeur pour le rendre plus fort, de sorte que demain, quoi qu'il arrive, nous avons toutes les cartes en main pour conserver ce pouvoir et pour continuer à diriger le pays dans de très bonnes conditions. Moi, je n'irai pas du tout avec le dos de la cuillère, je n'ai pas honte de qui que ce soit. Moi, je m'en fiche de ce que les uns et les autres pourraient dire. Je le dis très clairement, je ne suis pas du tout d'accord qu'on confie le poste de vice-président de la République à un transfuge ou bien à un cadre qui n'a pas connu les premières heures du RDR ou bien à un cadre qui est venu d'un autre parti politique. Je ne suis pas du tout d'accord. En conséquence de tout ce qui précède, Monsieur le Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, nous vous demandons de nommer à la fois comme vice-président de la République et Premier ministre un cadre maison qui est proche d'un membre fondateur du RDR ou bien un cadre qui a connu les premières heures du RDR ou bien un cadre qui était là à la création du RDR et qui a travaillé avec vous, auquel nous avons confiance et qui peut nous permettre de conserver le pouvoir d'État sur le long terme. Donc voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Chez nous, on dit bonsoir, cher frère, et bonne arrivée. Merci de tout ce que tu as dit. Merci. C'est tellement bien dit que tu sais que le monde est multidimensionnel et multiforme. Mais la vraie réalité, c'est comment chacun utilise sa propre histoire pour se faire valoir et pour s'imposer. Ce que je dis est très important, il faut que les gens écoutent. Je suis conscient que le monde est multidimensionnel et multipolaire et multiforme. Je suis d'accord. Mais chacun doit utiliser sa propre histoire pour essayer de se faire respecter et pour essayer de se faire valoir. Et je m'explique. Décembre 1999, un coup d'État dont le général Ibrahim Koulibaly était l'un des chefs de file, finit par avoir raison du régime scabreux et bancal de l'éléphant au pied cassé de Bédier. Et à cause du complexe du camp d'Iraton, ces vaillants guerriers vont hésiter entre le général Koulibaly et le général Palenfo. Et tout cela part guérir, tout le monde est vivant. Hein. Si je mens là, ils vont rectifier. Ils vont rester là en train d'hésiter lorsque proposition fut faite à Palenfo et à Koulibaly. Ah non, sinon on va dire que c'est un coup d'État des gens du Nord. Dans ça, on prend quelqu'un qu'on considérait comme un zozo qui pourrait faire le travail pour que la Côte d'Ivoire s'en sorte. Le coup d'État initialement n'était fait ni pour le PDCI, ni contre le PDCI, ni contre pour le RDR ou même pour le FPI. Mais ça avait au moins un avantage, c'est que ça rebattait toutes les cartes. Puisqu'à l'époque, Laurent Gbagbo même a dit que c'était un coup d'État salutaire. Mais on n'a pas vu une déclaration du RDR pour soutenir ce coup d'État. Ça, il faut que les gens retiennent cela. Et donc, les cartes rebattues. Quelle belle opportunité de mesurer les forces en présence. Mais je vous dis, 14 jours, je dis bien, quand vous comptez les jours de la semaine, au 14e jour, lorsque Laurent Gbagbo a senti que si on faisait quelque chose de correct, sans influencer qui que ce soit, que lui, il va perdre, Laurent Gbagbo ne s'est pas gêné, il est sorti, il a fait une déclaration, et je cite, si le coup d'État est un coup d'État fait pour le RDR, qu'on nous le dise pour que nous nous retirons. Ceux qui savent, le savent et s'en souviennent. Et une fois cette déclaration faite,
Laurent Gbagbo venait de réussir un coup de maître, puisqu'il avait déjà psychologiquement déstabilisé même Guy Robert et sa bande. Et à partir de cet instant, il ne va pas encore se gêner progressivement. Il va installer ses pions, comme celui qui vous a parlé la dernière fois. J'oublie son nom. Et lui qui disait que c'est lui qui l'a mis au pouvoir, là. Le colonel, j'oublie son nom. Oulata. Voilà, le colonel Oulata. Il va donc positionner ces personnes-là et vous connaissez la suite. Ainsi en est-il de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il est malheureux que le complexe d'infériorité ait atteint tel niveau. Allez demander combien sont sortis vivants de l'épisode du coup d'État jusqu'à Guy Robert pour finir avec Laurent Gbagbo. Et tellement confiant dans sa mauvaise action, Laurent Gbagbo ne va pas se contenter des massacres que Guy aura fait sous l'impulsion de Laurent Gbagbo. Quand lui-même va prendre le pouvoir, sa première mission sera de neutraliser, de tuer ceux qui ont fait le coup d'État. Toutes les personnes de près comme de loin. C'est ce qui a fait que les gens sont partis au Burkina. Et malgré toutes les négociations, les premiers groupes qui sont venus, Laurent Gbagbo, après le forum de réconciliation, il les a attrapés et il les a tous tués. Et malgré les interpellations des Burkinabés, des autorités burkinabées, Laurent Gbagbo a voulu toujours cette confrontation-là. Et c'est ce qui va conduire à l'entrée en force des gens du MPCI pour venir réclamer leurs droits parce que leurs ancêtres ont leur terre en Côte d'Ivoire et personne ne pourra leur arracher cela. Voilà la vérité restituée de façon très succincte, mais voici comment les choses se passent. On vient, je résume tellement vite les choses, le contexte du CNT. Chers frères, qu'est-ce que Bédié n'a pas eu? Bédié était plus à l'aise qu'Alassane Ouattara parce que Bédié était, je dirais même, le directeur général de la Côte d'Ivoire. Pour prendre des nominations, il fallait partir à Daoukro. Pour faire quoi que ce soit, il fallait partir à Daoukro. Toujours le président même, il faut que je consulte mon aîné. Mais techniquement parlant, Bédié, si tout allait mal, peut dire je n'étais pas à la gestion, puisque ce n'est pas moi qui ai été élu. On a fait toute cette confiance-là. Et on en est arrivé au résultat que vous connaissez en octobre 2020. Ce que le pouvoir en place a enrichi ont pris l'argent du peuple ivoirien pour martyriser, détruire le peuple ivoirien. Et les exemples sont légion. Et nous le disons. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la paranoïa, ou bien même que nous serons des xénophobes, ou des individus qui sont contre les autres. Pas du tout. Mais nous voulons être réalistes. Ce qui ne marchera pas, ne marchera pas. Je le dis et je le répète, ce qui ne marchera pas, quoi qu'on veuille, quel que soit ce qu'on souhaiterait, ça ne marchera pas. Un pouvoir qu'on a acquis de façon très difficile, qu'on a maintenu de façon très difficile, il faut faire uniquement qu'avec les gens de confiance, de chez confiance. C'est très important. Et nous le disons, nous espérons que les bonnes personnes seront mises à la bonne place avec l'élément catalyseur qui soit celui-ci, que ce soit la satisfaction du dirigeant Alassane, mais aussi des militants. Sinon, ça va poser un grand problème de crise de confiance. Une fois que les militants, les plus intelligents en tout cas, ne se sentiraient pas en confiance, ils vont commencer déjà à se retirer progressivement et à préparer l'avenir en sauvant leur peau. Ça, ne nous blaguons pas. Ça, ne nous blaguons pas. Ceux qui savent lire les signes savent comment la succession a été faite en 1993. Bédié ne s'est pas gêné pour faire un coup d'État. Bédié ne s'est pas gêné pour faire le coup de force et même interdire des déclarations au président Alassane Ouattara. On a vu ça ici en face de tout le monde. C'était un coup d'État constitutionnel. Si eux ne se sont pas gênés, et que c'est nous, on est toujours les éternels gênés, continuons à être gênés. Mais c'est quand on est vivant qu'on se sent gêné. Sinon, une fois qu'on te tue là, tu ne peux plus te gêner.
Et donc, si on veut s'offrir nous-mêmes sur un plateau en or mort, continuons à faire des choix catastrophiques. Dieu ne sera pas toujours là pour nous donner la chance de pouvoir nous racheter au dernier moment. Ce qu'on est en train de dire, c'est un sujet qui est à la fois sensible, mais nous, on ne va pas se taire là-dessus. Nous, on va dire clairement ce qu'on pense pour que si l'autorité compétente, les décideurs veulent nous écouter, qu'elles en prennent bonne connaissance et qu'elles sachent que ce n'est pas seulement une décision politique, mais c'est aussi une décision historique vis-à-vis même du passé. Mais aussi, ça fera date parce que les conséquences, ces autorités-là en seront responsables dans le court, le moyen et même au cours de l'histoire dans le futur. C'est cet exercice délicat que nous faisons pour avertir. Cela ne veut pas dire qu'on est contre quelqu'un. Nous ne sommes pas sachants de tout. Nous ne sommes pas omniscients. Mais à la lumière de ce que nous savons et de l'histoire de notre Côte d'Ivoire, mieux vaut se faire confiance que de faire confiance à quelqu'un d'autre. C'est clair. Tu as beau aimer les autres là, fais toi-même confiance d'abord. Maintenant, le reste là, ça vient après. Ça, ayons le courage de nous dire ce message-là clairement. C'est ce que j'allais ajouter. Vraiment, merci beaucoup. Moi, je pense qu'il faut encore recouper cette partie pour leur envoyer. Ça sera chose faite. Qu'ils écoutent. Comme ça, on verra bien ce qui va se passer dans les jours à venir. Effectivement. Parce qu'on est à un virage très décisif, on ne peut pas s'amuser. Il faut qu'on se protège, c'est très important. C'est important. Merci beaucoup, portez-vous bien. Merci beaucoup, chers frères, et vous passez une excellente soirée. Que Dieu nous protège tous. Amen, Rabbi. Amen. Et donc, mesdames et messieurs, nous avons totalement fini. Je vous dis merci. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir suivis. Merci pour toutes ces personnes résilientes qui font montre de grandes capacités et de détermination. Le lundi sera une journée décisive pour les chrétiens. Nous leur souhaitons une excellente commémoration, ainsi que demain dimanche. Et à ceux aussi qui sont musulmans, nous souhaitons un très bon mois de Ramadan et que Dieu renforce la paix en Côte d'Ivoire, que Dieu protège nos autorités qui sont sincères avec le président de la République. Je précise très bien, j'ai dit les personnes qui sont sincères avec le président de la République. Les autres, ce n'est pas mon problème. Et surtout, que Dieu nous protège et qu'il nous accorde longue vie et santé. Je salue tous les élèves de la classe qui ont été avec nous ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée.